Chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour et merci de rester fidèles à votre rendez-vous dominical Éclairage. Éclairage, comme vous le savez, c'est le magazine de la rédaction de Al Mouridiyyah TV qui revient en 45 minutes sur les faits saillants qui ont marqué l'actualité en ces derniers jours. Et aujourd'hui, pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Pape Alé Niang, journaliste chroniqueur. M. Niang, bonjour. Bonjour, permettez-moi tout d'abord de saluer vos téléspectateurs qui regardent votre chaîne de télévision Al Mouridiyyah TV. Éventuellement, vous présenter mes remerciements pour cette invitation. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Niang. M. Niang, le début de cette semaine a été marqué par la mort de Elimane Touré, 42 ans et père de 2 enfants qui étaient en garde à vue au commissariat de Port. Cela nous ramène à parler de l'épineux problème des gardes à vue au Sénégal. Quelle lecture en faites-vous? Bon, je pense que c'est une revendication qui est très ancienne, formulée par les avocats depuis longtemps, pour savoir les conditions dans lesquelles certains sont mis en garde à vue. Alors, ce qui est intriguant dans cette affaire de Elimane, c'est que moi-même je me suis renseigné ce matin. Je discutais avec un transitaire, je lui posais la question, est-ce que Elimane avait des problèmes de tractation avec la douane ou bien... Il m'a dit qu'en fait il a été arrêté suite à des menaces de mort qu'il aurait proférées à l'endroit de quelqu'un. Et c'est le dimanche qu'on est parti le prendre chez lui pour l'amener au commissariat du port. Et la question que je me suis toujours posée est celle-ci, pourquoi Elimane, parce que l'argument servi par la police, c'est de dire qu'il s'est suicidé. Alors moi je me suis posé la question, mais arrêter quelqu'un, il n'est pas encore mis en prison, c'est juste pour l'histoire de professeur. Qu'est-ce qui peut le motiver à se suicider? C'est pour cela que je salue la promptitude avec laquelle le procureur a décidé d'ouvrir une enquête. Et que, comme les avocats l'ont toujours formulé, lors de la garde à vue de quelqu'un, n'importe quel, qu'il puisse être soutenu par son avocat. Ça, c'est le respect des droits les plus élémentaires. Et que ça, c'est une vieille rengaine toujours formulée sans cesse par les avocats. Et je pense qu'on va peut-être en arriver jusque-là. Et si c'est passé comme on l'explique, l'argument qui a été servi par la police, je pose la question, qu'est-ce qui a bien poussé Elimane à commettre vraiment ça, surtout un père de famille qui a 2 enfants, et il est relativement jeune quand on voit ces photos. Mais sa famille a décidé de porter plainte, c'est important également. Mais avant d'en venir à cela, l'autopsie est déjà établie, il en ressort des résultats fournis par l'autopsie qu'il est mort par pendaison. Mais on a parlé aussi des failles au niveau de l'autopsie, hein? Parce que moi j'ai lu dans la famille, oui, éventuellement, et qui a décidé de porter plainte contre la police. Donc moi je pense qu'étant donné une enquête est en cours, diligentée par le procureur, qui a décidé de se saisir de ce dossier pour mener une enquête, laissons l'enquête et l'enquête va révéler réellement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Monsieur Niang, vous aviez en cours de route, vous aviez certainement annoncé quelque chose qu'on avait déjà prévu, à savoir la problématique de la garde à vue. Les directives de l'UMOA qui veulent que le présumé soit assisté dès les premières heures de son arrestation. Ça a été fait l'objet d'un extrait que je vous propose. C'est avec l'adjudant-chef Henri Boum Cissé. Il est le directeur des relations publiques de la police nationale. Il peut arriver, comme c'est le cas tout dernièrement, que quelqu'un puisse en décider autrement ou bien puisse nous contredire. Mais ces faits se produisent, je pense, une fois par décennie. Depuis que je suis entré à la police, si quelqu'un a pu utiliser quelque chose pour se tuer, ou bien dans une cellule,
de rétention au niveau d'un commissariat. Je pense c'est une fois, sinon c'est la première fois de ma carrière et je viens d'accomplir 27 ans de service. Donc c'est pour dire que c'est un fait exceptionnel au Sénégal. Donc ça va appeler aussi à une autre réorganisation. On va revoir peut-être la configuration des locaux, mais toutefois est-il que cela ne nous dédouane pas, mais je dis effectivement c'est la première fois que j'en ai entendu. Okay. Il n'y a pas du tout de polémique. Peut-être les gens veulent aller plus vite parce que la garde à vue est réglementée au Sénégal par des dispositions des articles 55, 55 bis, 55 ter du Code de procédure pénale qui dit que la présence de l'avocat, par exemple, ne peut intervenir qu'après les 48 heures de garde à vue et dans sa prolongation. Parce qu'il arrive que les officiers de police judiciaire soient amenés à demander une prorogation de la garde à vue de 48 heures d'office. Toutefois, le Sénégal évolue dans un espace qui est la CEDEAO, a accepté alors un règlement du Conseil des ministres en son article 5 du règlement de la l'UMOA, CEDEAO, qui parle de la présence de l'avocat dès les premières heures d'interpellation. Là aussi, il est fait beaucoup d'amalgame parce qu'on parle d'interpellation. Quand quelqu'un est arrêté par la police, souvent on ne veut pas utiliser le terme d'arrestation parce que l'arrestation, ça suppose que c'est l'individu qui a commis. On parle d'interpellation, mais on parle d'interpellation. Monsieur Nia, à entendre parler ce responsable de la police, je ne dirais pas qu'il fait un aveu, mais nos commissariats de police sont connus par tous. Il dit carrément qu'il y a lieu de réorganiser les conditions de détention. Est-ce votre avis? Oui, parce qu'il dit que il dit par rapport au cas de Iliman que c'est la première fois. Ça peut arriver, mais pendant 10 ans, c'est rare de voir ces cas de figure. L'essentiel est que c'est arrivé. Dès l'instant que c'est arrivé, il faut trouver maintenant une solution. Comment le gars a pu se suicider, s'il s'est suicidé encore. Ça, c'est inquiété. Même dans les conditions de détention, la présence de la police, il a un peu joué sur les mots entre interpellation, arrestation. Donc, il y a une confusion. Mais je pense que dès l'instant que c'est voté par au niveau de l'UEMOA, on est tenu, nous, de l'appliquer. Parce que les lois de l'UEMOA sont supérieures à nos lois. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Mais je veux dire que le code de procédure pénale, notamment en ses articles 55 et 56, stipule qu'après 48 heures, s'il y a prolongation de l'interpellation, la présence de l'avocat. Mais lui-même, il a clairement indiqué qu'il y a une loi qui a été votée au niveau de l'UEMOA. Ce sont des directives d'ailleurs. Ce sont des directives. Et je me rappelle, le président Macky Sall, on l'avait interpellé lors d'une rentrée solennelle des cours des tribunaux sur ça. Parce que c'est un problème récurrent. Parce que celui qui est arrêté par la police est souvent désœuvré. Il a besoin du soutien de son avocat. Souvent, son avocat peut lui dire de ne même pas se prononcer sur cette question et de laisser sur le terrain. Je pense qu'il a besoin d'être soutenu parce que souvent, l'atmosphère où se trouve celui qui est arrêté par la police, et vous connaissez, bon, qu'on le veuille ou pas, il faut se dire la vérité. Nos hommes de tenue, je ne dis pas que, mais souvent, ils ont des méthodes, des manières de faire telles que ça intimide, ça impressionne la personne qui est arrêtée. Mais ils ont été formés pour la répression. Oui, mais un homme de tenue n'est pas censé seulement faire de la répression. Mais quand tu es arrêté, mais l'homme de tenue, l'enquête de la police, l'enquête de la gendarmerie ne sert que de support. Mais tu peux être enquêté, arrêté par la gendarmerie sur cette base même, arrêté et le juge te libérer. C'est arrivé plusieurs fois. Donc pour vous dire qu'en réalité, l'enquête que réalise la police ou la gendarmerie ne fait pas foi de loi ou d'obligation par rapport au juge de te condamner ipso facto dès l'instant qu'il y a cette enquête. Donc, dès lors,
que si le client, si celui qui est arrêté sent la nécessité d'avoir son avocat à ses côtés pour l'aiguillonner, pour l'orienter, pour le conseiller, parce qu'un avocat sert également à ça, je pense que, et d'autant plus c'est une directive de l'UEMOA qui est au-dessus des lois du Sénégal. Il faut l'appliquer. Donc la solution, c'est d'appliquer les directives. Non, mais je pense qu'il faut l'appliquer. Si tant est de croire qu'on est dans un régime démocratique, qu'on est dans un pays de démocratie, que nos policiers, nos gendarmes ne cherchent pas à intimider les gens, je crois, à mon âme et conscience, qu'il faut aller dans le sens d'appliquer ces directives de l'UEMOA, et puis on va voir ce que cela va donner. Mais M. Niang, est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais sont assez sensibilisés pour savoir que dès les premières heures de leur interpellation, il leur faut forcément la présence de leur avocat? Ils ne sont pas à mon niveau. Oui, mais peut-être qu'ils ne sont pas très sensibilisés, mais les avocats le savent, parce que très souvent les avocats veulent même assister leurs clients, mais c'est le commissaire qui refuse. Ça est arrivé dans l'histoire de Khalifa Sall, je crois. J'ai vu M. El Hadji Diouf a voulu, mais on lui a interdit. Mais on l'a accusé de venir un peu en retard par rapport à son client. Non, il a même rencontré son client. Il a dit qu'il a vu son client pour 1 minute et il a demandé à son client de ne pas se prononcer, de garder le silence, et que le commissaire lui a dit que tu es déloyal, tu ne dois pas lui donner ses conseils. Mais chacun élabore sa stratégie de défense. Et son avocat aussi élabore sa stratégie de défense. On a vu Hissène Habré venir devant la barre muet pour sa stratégie de défense. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on respecte les droits humains. Il faut qu'on respecte la liberté et la volonté de tout un chacun de se défendre comme il se doit, qui pense que c'est sa meilleure stratégie pour se défendre. Donc, moi, je crois que, étant donné que c'est une directive de l'UEMOA, vivement qu'on aille dans le sens de l'appliquer au Sénégal. L'autre fait saillant de l'actualité de ces derniers jours reste sans nul doute les cartes à rejouer pour les élections législatives. À moins de 6 mois de ces élections, aujourd'hui, quand il s'agit de faire une cartographie du landonnée politique sénégalais, qu'est-ce qu'on aurait? Parce qu'on sait que toutes les grandes formations politiques sont en crise. Il y a la crise du PDS, la situation pratiquement de crise de l'AFP, le Parti socialiste et même la paire, le parti au pouvoir n'échappe pas à cette règle. Quelle lecture en faites-vous? Bon, ça dénote une chose. Hein. En réalité, c'est la démocratie interne au sein de ces partis. Voilà le problème fondamental. Le Parti socialiste, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont un secrétaire général qui veut gérer sa fin de carrière politique, fondamentalement, qu'on le veuille ou pas, qu'il le reconnaisse ou pas, c'est ça la réalité, qui pense qu'il doit rester dans cette alliance avec Benno Bokk Yakaar parce qu'il a sa part du gâteau avec le Haut Conseil des collectivités territoriales. D'autres qui sont au niveau du parti qui pensent que le Parti socialiste doit exister. On ne peut pas avoir un parti comme le Parti socialiste avec toute l'histoire générée par ce parti et aller toujours dans une alliance. Ils veulent se peser. C'est le camp de Khalifa Sall, de Barthélémy Diaz, de Bamba Fall, d'Idrissa Diallo, et le camp de Ousmane Tanor Dieng. Le problème qui se pose, si je prends parti par parti, quand on prend le Parti socialiste, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde tout ce que Macky Sall a donné comme poste de responsabilité à Ousmane Tanor Dieng, il l'a donné à ses hommes. Mais le cas vous dire que ces hommes, vous faites allusion à qui? Ces hommes? Ces hommes, Serigne Mbaye Thiam, Mamadou Faye, voilà ce qu'ils ont. Mamadou Faye est PCA, Mambourama Sall est PCA. Mais ils sont tout aussi membres du Parti socialiste. Mais aussi du camp de Tanor, des amis très proches d'Ousmane Tanor Dieng. Le reste, ils ont eu leur légitimité. Parce que Bamba Fall a été élu, Idrissa Diallo a été élu, Khalifa Sall a été élu, Aïssata Tall Sall a été élu, Barthélémy Diaz a été élu. Ils ont une certaine légitimité. C'est sûr. Les autres, ils ont été nommés. Oui. Et c'est des postes que Macky Sall a pris, a donné ça à Ousmane Tanor Dieng, qui a distribué ces postes. Mais c'est dans le cadre d'une alliance. Oui, c'est dans le cadre d'une alliance. Mais les gens au Parti socialiste, les gens disent que Ousmane Tanor Dieng ne rétribue que ces hommes qui lui sont proches. Ça veut dire qu'il est clanique dans sa manière de gérer un peu le pouvoir. Il se trouve que, également que Khalifa Sall, Macky Sall a fait de lui un adversaire. C'est Macky Sall qui a poussé Khalifa Sall à être adversaire. Donc avant d'en venir à Khalifa Sall, nous étions au Parti politique. Oui, c'est pour te dire. La crise du Parti socialiste. Oui, ensuite venons-en au Parti démocratique sénégalais. Oui, mais je veux dire que pourquoi Khalifa s'est radicalisé, c'est à cause de Macky Sall. Bon, on y reviendra. Quand on vient au niveau du Parti démocratique sénégalais, tout le monde savait que, bon, après le départ de Wade, c'est le sauve qui peut. Hein, parce que maintenant, il ne cherche pas à pérenniser l'héritage de Wade.
Parce que Wade avait tellement dominé le Parti démocratique sénégalais que pratiquement il a écrasé tous les numéros 2 du parti. Je ne parlerai pas de l'épisode d'Idriss Seck, l'épisode de Macky Sall. Alors, il a pris son fils. Mais il y a des gens qui sont partis qui disent que Karim Wade n'est pas plus méritant que les Mody Diagne Fada, les Aïda Mbodj, les Babacar Gaye, et que Oumar Sarr, pour eux, n'est pas le bon management pour le Parti démocratique sénégalais. Parce qu'en réalité, même de 2000 à 2012, on n'a pas senti véritablement Oumar Sarr dans le fonctionnement du Parti démocratique sénégalais. Il n'a pas été numéro 2. Il n'a jamais été numéro 2. Donc ça veut dire qu'il souffre de crédibilité à la tête du Parti démocratique sénégalais et chacun est en train de se frayer son propre chemin. Mais pour Oumar Sarr, donc on dit qu'il est légitime parce que depuis 1996, il gagne son fief à Dagana. Oui, il gagne son fief. C'est la légitimité politique qui compte. Oui, c'est la légitimité. Il gagne son fief à Dagana. Mais par rapport à l'existence du parti de 2000-2012, on ne l'a pas senti véritablement dans les grands combats. Elle gagnait son parti, mais on ne l'a pas véritablement senti. Qui croyait une seule seconde que c'est Oumar Sarr qui va gérer le parti après le départ de Wade? Personne. Personne, pratiquement. On n'a pas vu venir. Mais peut-être que Wade a plus confiance à Oumar Sarr parce qu'il se dit que celui-là, je suis sûr que si je lui donne le parti, le jour où je lui demanderai donne-moi mon parti, il va me le donner. L'AFP a pratiquement traversé sa crise. C'est aussi là le syndrome de fin de carrière politique. Aujourd'hui, Moustapha Niasse a eu aussi sa part du gâteau en étant président de l'Assemblée nationale. Il ne pouvait pas espérer mieux. Et aujourd'hui, les Malick Gakou pensent qu'ils sont de la même génération que Macky Sall, que le parti doit se battre pour exister politiquement. Parce que ce que les gens ne savent pas, en réalité, on ne sait pas combien pèsent ces partis. Parce qu'ils sont toujours dans une coalition, dans une alliance. Donc leur poids électoral reste à être défini. Il y a que on connaît par exemple le poids du PDS par contre. Le PDS est parti seul aux élections législatives, il a eu 12 députés. Oui, aux dernières élections. C'est le seul parti qui est parti seul aux législatives, qui a eu 12 députés. Mais tous les autres partis, on ne sait pas combien ils pèsent en réalité. Okay. Peut-être vous me direz que comparaison n'est pas raison, mais la crise de l'APR, c'est une crise due aux guerres de positionnement, bien différente de ces autres crises. Mais l'APR, d'abord, il ne faut pas oublier que l'APR n'est pas structurée. Il n'est pas totalement structuré. Non, n'est même pas structuré. Parce que quand on le dit, il dit que c'est notre manière de travailler. On va innover dans la pratique politique. Mais Macky ne veut pas structurer parce qu'il ne veut pas créer de poste de numéro 2 ni de numéro 3 pour ne pas frustrer des personnes. Et maintenant, il y a une guerre de positionnement. Et cette guerre sera encore plus terrible. Lors des élections législatives? Non, après même des élections législatives. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu par exemple, je donne un exemple concret. Aminata Touré, lorsqu'elle a été nommée Premier ministre, elle avait convié les cadres du parti à une rencontre au niveau de Terrou pour leur dire que dorénavant, il faut qu'on organise des poules de communicateurs. Mais le lendemain, on a vu l'interview de Mbaye Diaye qui a tapé sur la table pour dire qu'Aminata Touré n'est pas le numéro 2 du parti. Alors qu'elle n'a jamais dit que je suis le numéro 2 du parti. Mais le fond du problème de l'APR, regarde bien ce que je vous explique, c'est important. L'APR a un problème de leadership local. Quand je parle de leadership local, prenez la colonne vertébrale. Quand Macky Sall doit convoquer le saint des saints au niveau de l'APR, tous, ils ont été battus dans leur fief. Il va convoquer, il devait Aminata Touré. Aminata Touré était battu à Grand-Yoff. Mbaye Ndiaye, directeur des structures, a été battu au Parcelles Assainies. Thierno Alassane Sall, responsable des cadres, battu à Thiès. À l'époque, Abdou Mbow, responsable des jeunes, battu à Mariam Badiane, responsable des femmes, battu à Mermoz Sacré-Cœur. Benoît Sambou, chargé des élections, battu à Ziguinchor. Seydou Gueye, porte-parole du parti, battu à Médina. Ça veut dire que s'il convoque le bureau politique de l'APR, personne n'a une crédibilité pour dire que moi je gagne chez moi. Donc il y a problème à l'APR. Ok, M. Niasse, ces élections se préparent au moment où pratiquement ceux qui avaient gagné en 2009 et puis en 2014 avec la coalition Taxawu Dakar sont tous traqués. Qu'est-ce que cela vous inspire? Stratégie politique? C'est regrettable. Non, c'est regrettable parce qu'on pensait que vraiment, honnêtement, moi, quand on ne parle pas de reddition des comptes, je suis d'accord. Je suis d'accord pour la reddition des comptes. C'est nous qui devons avoir devant nous ça. Mais ça ne doit pas être une reddition des comptes qui est sélective. Il y a des rapports qui sont déposés sur la table du président de la République. Je suis désolé de le dire. Où est le rapport de l'OFNAC?
C'est sur la table du président de la République. Bien sûr. C'est le président qui nous avait dit que l'OFNAC c'est pour nous. Il a dit à Mbodjen. Et le président avait même dit qu'il n'allait protéger personne. Premier discours à la nation du président Macky Sall, le 3 avril 2012. Je ne protégerai personne. Il avait dit. Il l'avait même dit à Wolof, donc le président est aujourd'hui appelé à faire face à son mea culpa. Mais je veux dire que, regarde la suite de la traque des biens mal acquis. On n'a pas demandé au procureur de convier la presse pour une conférence de presse. C'est lui qui nous a appelés dans nos régions. Venez, on vient et nous dit voilà la liste 25 personnes qu'on doit détraquer. Qui a été mis en prison? À part Karim Wade. Taïbou Ndiaye. Maintenant, on prend des Djadjiba qu'on convoque. Mais où est la liste des 25? On n'avait pas cité Ousmane Ngom. Bien sûr. Qui a mis Ousmane Ngom dans l'avion de commandement pour la Bien sûr, il a été invité par monsieur le président de la République. Voilà, et il l'a mis dans l'avion au moment où il était interdit de sortir du territoire. Je suis désolé, moi je parle que de faits. Et l'OFNAC a épinglé le directeur du COUD, 100 millions. On lui demande qu'est-ce que tu as acheté. Il dit j'ai acheté 100 costumes, 100 chemises. On lui dit montre-nous ça. Montre-nous un seul costume, il est incapable de le montrer. Mais ce rapport-là, qu'est-ce que le président va faire de ça? Et puis, pourquoi Khalifa Sall? Ok, oui, c'est justement là où je voulais en venir. Pour le cas de Khalifa Sall, est-ce que des fonds comme des caisses d'avance méritent tout ce bruit? Nous savons que ce sont des fonds qui sont appelés à être gérés de manière dérogatoire. Mais eux-mêmes, ils connaissent bien ce fonds. Oui. Parce que pendant la traversée du désert de 2008 à 2012, mais ils étaient à la mairie de Dakar. Bouna Sambou travaillait là-bas comme chef de service. Abdoumbo. Donc ces fonds ne méritent pas tout ce bruit. Ils savent où se trouve ce fonds. Ils le savent très bien. Ils ont commencé même à parler quand ils ont dit tout récemment qu'il ne faut pas nous pousser. C'est pour cela que quand on a entendu Khalifa Sall, pour être subtil, Khalifa Sall a clairement dit « Personne ne va me pousser à être déloyal. Je resterai un homme d'État. » Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne vais jamais publier la liste des bénéficiaires de ces fonds. Mais bon, qu'est-ce que le président gagne dans ça? Parce que moi, je me dis qu'en réalité, est-ce que Macky Sall a besoin de tout cela? Aujourd'hui, il met Khalifa Sall en prison. Je suis sûr. Pas pour le moment. Non, je dis, même si je donne une hypothèse, il met Khalifa Sall en prison. Si Khalifa Sall a un candidat à Dakar, je suis sûr que c'est le candidat de Dakar là, que les Dakarois vont voter pour ce gars-là, rien que pour l'injustice. C'est les Sénégalais qui sont comme ça. Mais Macky Sall a été victime de ça, c'est pourquoi les Sénégalais l'ont soutenu. C'est pourquoi je pense qu'il faut savoir raison garder. Et il faut, comme être gentleman, il faut se battre avec des armes conventionnelles. Aujourd'hui que Bamba Fall, le maire de la Médina, est en arrestation, Barthélémy Diaz, pratiquement inéligible en 2007, n'est-ce pas là une stratégie de mettre la main sur les 8 députés du département de Dakar au bénéfice de Benno Bokk Yakaar? Mais est-ce que ça a permis... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait avec l'acte 3 de la décentralisation? L'acte 3 de la décentralisation, ils l'ont taillé sur mesure pour empêcher à Khalifa Sall de battre campagne pour être maire de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais au finish, il a gagné. Tahaou Dakar a gagné tout Dakar. Je veux dire que tu peux élaborer tes stratégies, tu peux mettre des personnes. Moi, je suis sûr que Bamba Fall en prison, Barthélémy inéligible, Khalifa Sall même en prison. Si Khalifa Sall, si Tahaou Dakar met une liste, et que Barthélémy descend sur le terrain pour battre campagne, Bamba Fall en prison donne des mots d'ordre, Khalifa Sall donne des mots d'ordre, mais le président risque, ce sera plus ridicule, parce qu'ils seront en prison et ils feront gagner une liste tout à l'État en prison. C'est ça qui serait dommage. Peut-être que l'avenir nous dira quelque chose. Bien sûr, j'espère bien. Ok, cette situation ne pourrait pas être bénéfique à Khalifa Sall s'il se victimise davantage. Mais c'est ce que je dis. Eux, ils continuent à tirer sur Khalifa. Parce que Khalifa Sall dit toujours, on a bloqué tous mes projets. Oui, c'est ce qu'il dit. Emprunt obligataire. Est-ce que ce n'est pas de la récupération politique? Mais on a vu que l'emprunt obligataire, c'est clair. Sur l'emprunt obligataire... n'a pas été validé. Non, l'emprunt obligataire, quand on regarde le cheminement, tous les ministres avaient donné leur accord. Jusqu'au jour où on devait lancer l'emprunt obligataire, le ministre des Finances s'est rétracté parce qu'on lui a dit comme vous êtes fou ou quoi? Vous permettez à Khalifa Sall d'avoir un emprunt de 20 milliards. Autrement dit, il va faire des réalisations et quand il le fera, il sera adulé par les Dakarois. Vous avez vu la polémique sur la place de l'Indépendance.
Donc il y a tellement de petits problèmes. Or, je crois, moi quand j'ai eu Khalifa Sall sur mon plateau, il m'a dit, je regrette Wade. J'ai voulu me pincer pour se dire, est-ce que Dida... Parce qu'il me dit oui, parce que Wade était un gentleman. Parce que Wade, au moins, s'il n'était pas d'accord, il t'appelle au palais. Il te dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais peut-être avec le président Macky Sall, ce ne sont pas les mêmes stratégies forcément. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes stratégies. Mais qu'est-ce que Macky gagne dans tout ça? Il l'a fait, il a été... Dans toutes les élections, le Haut Conseil des collectivités territoriales, Macky s'est beaucoup investi. Le référendum, c'est oui ou non. Là, il a même pu abattre campagne. Oui, abattre campagne. Mais par les locales, la liste Benno Bokk Yakaar a été battue. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, Cheikh Gueye qui était investi, était même à la Mecque. Il n'était même pas à Dakar. Ils ont battu. Qu'est-ce que le président gagne à créer cette sorte d'animosité? Je pense qu'il a arrêté le coche le jour où on lui a mis dans la tête qu'il faut coûte que coûte. C'est pourquoi je dis que c'est lui qui a poussé Khalifa Sall à se radicaliser. Donc vous pensez que le président n'a rien à gagner, mais Khalifa Sall a tout à gagner de la sympathie des Sénégalais. Imaginez-vous aux élections locales, si le président Macky Sall était sorti pour dire, parce que quoi qu'on puisse dire, les Dakarois disaient que Khalifa a fait du bon travail. Alors, même j'ai entendu Moustapha Diakhaté dire ça, pour dire que Khalifa Sall, quand même, si ça dépendait de lui, Khalifa Sall serait le candidat. Imaginez si Macky Sall avait fait de Khalifa Sall le candidat de Benno Bokk Yakaar. Mais Khalifa Sall, le jour où il voudrait se présenter contre Macky Sall, c'est l'opinion qui va même dire, mais Khalifa là, Dougor. Mais aujourd'hui, à force de le pousser, mais il est obligé aussi également, pour la question de survie politique, de réagir. C'est ça le fond du problème. Malheureusement, je pense que c'est un mortel combat qu'on va assister et que le sang va gicler. Hein. Ça promet alors. Ça promet. Okay. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous nous suivez sur Al-Mouridia, fréquence 13, sur le décodeur de la TNT. Nous sommes également sur le recours standard pour ceux qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, M. Niang, nous allons aborder le pratiquement dernier volet de notre round-up de l'actualité avec le rapport d'Amnesty International. Le rapport a été rendu public. Quelle lecture en faites-vous? Oui, mais ce rapport a toujours épinglé les problèmes de restriction des libertés au Sénégal et ce n'est pas faux. Il y a tellement de marches qu'on a interdites au Sénégal. Et souvent, je me pose la question, pourquoi? J'ai entendu une fois les organisations de défense des droits de l'homme vouloir organiser une manifestation sur la situation de Rebeuss. À Rebeuss, après la mutinerie. Amnesty même devait prendre part. Oui, il devait prendre part. Le préfet a interdit cette marche. À chaque fois, c'est pourquoi quand on me parle de oui, le Sénégal est un pays de démocratie, je dis, mais organiser une manifestation, une marche doit être banalisée. C'est même garanti par la Constitution. Moi qui vous parle, j'ai été devant la Maison Blanche pour manifester pour la fermeture de Guantanamo. J'étais devant la Maison Blanche. Et je me posais des questions tu ne vas même pas arriver au ministère de l'Intérieur. La preuve, regarde ce qui s'est passé avec Manko Wat au Sénégal. Lorsqu'ils ont voulu, même s'ils ont fauté, il faut le reconnaître. Mais là, on nous parle de l'arrêté Ousmane Ngom qui dit qu'il y a certains points stratégiques de la capitale qui ne doivent pas être occupés en cas de match. Eux, c'est une honte. Parce que quand ils étaient dans l'opposition, ils dénonçaient cet arrêté. Il faut être logique. Et là, ils s'en servent. Non, mais je veux dire qu'il faut être logique. Je pense qu'il faut être sincère et honnête quand on fait aussi de la politique. Parce qu'on ne peut pas être dans l'opposition, prendre des positions, défendre des positions et être dans le pouvoir et se conforter par rapport à ça. L'arrêté de Ousmane Ngom a été violé combien de fois par eux-mêmes? Combien de marches ils ont fait jusqu'à la place de l'indépendance? Le 23 juin, il n'y a pas eu de manifestation. Le 23 juin, j'ai marché de la place Soweto jusqu'à la deuxième avec Macky Sall, le président Macky Sall. Il est venu sur mon plateau le 23 juin, juste après le retrait du projet de loi. Donc, pour vous dire qu'il faut qu'on arrête aussi, c'est une honte pour moi de dire oui, c'est l'arrêté de Ousmane Ngom. Ils ont dénoncé l'arrêté de Ousmane Ngom pendant qu'ils étaient dans l'opposition. Donc, quand ils le disaient aux Sénégalais, ils ne disaient pas la vérité. Au Sénégal, il faut qu'on soit sérieux. Soit on dit que, écoutez, nous, même si on vient au pouvoir, on maintient l'arrêté de Ousmane Ngom. Mais tu ne peux pas dénoncer l'arrêté de Ousmane Ngom étant dans l'opposition et étant maintenant au pouvoir, dire que oui, c'est l'arrêté de Ousmane Ngom qui nous empêche. Ils n'ont qu'à retirer. D'ailleurs,
D'ailleurs, je loue le courage de Moustapha Diakhaté, il a eu à le dire. Il a dit que nous, on ne doit même pas parler d'arrêté d'Ousmane Ngom, on doit retirer cet arrêté parce que nous l'avons dénoncé à son époque. En tout état de cause, le droit à la marche est garanti par notre constitution qui est au-dessus de toutes nos lois. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'on doit informer le préfet. Le préfet, il dit que trouble à l'ordre public. Et quand vous sortez, vous forcez les barrages, vous allez avoir plus de force de l'ordre. Moi, je discute souvent avec les forces de l'ordre. Je me rappelle lorsque Wade venait, après son séjour à Paris, lorsqu'il devait venir au Sénégal, si vous vous rappelez très bien, on l'a empêché, son avion d'atterrir et tout ça. Oui, ça a fait beaucoup. Moi, j'ai passé la journée avec les forces de l'ordre de 6 h du matin. J'étais avec le commandant, ici devant la permanence du PDS. Je discutais avec des amis forces de l'ordre. Il me disait que, tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il me dit que nous prions pour que cette foule-là n'éprouve pas le besoin de manifester. Parce que regarde, depuis 6 h du matin, mes éléments sont là. Ils n'ont pas pris de petit déjeuner. Ils n'ont pas pris de déjeuner. Ils n'ont pas pris le dîner. Wade, le matin, depuis le matin, on a bloqué son avion. Ces militants ont eu le temps d'aller chez eux, de manger, de se préparer, de venir ici. Ils ont envoyé. Et cette foule, ce ne sont pas ces hommes qui peuvent le faire. Il y aura une bavure si cette foule décide de manifester. Alors qu'il faisait 23 h au moment où Wade... C'est pourquoi je dis qu'il faut de la sérénité. Le pouvoir, quand on l'exerce, on a besoin de sérénité et de lucidité d'esprit. C'est quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être toujours braqué, toujours avoir la volonté, on a le pouvoir, on a la police, la gendarmerie, l'armée. Le président Macky Sall doit être celui qui dit l'opposition veut la tension, je ne vais pas faire la tension. L'opposition va organiser une manifestation. Monsieur le préfet, autoriser cette manifestation, donner leur itinéraire et encadrer cette manifestation. Ils veulent faire un sitting où, devant le ministère de l'Intérieur, nettoyez-moi devant le ministère de l'Intérieur. Asseyez-vous. Prenez le temps que vous voulez. Vous voulez déposer un référendum, venez. Il faut banaliser ça pour que notre démocratie puisse écrire ses lettres de noblesse. Mais le prétexte avancé, toujours par les autorités, c'est que nous sommes en état de droit. Oui, un état de droit doit respecter aussi la liberté des gens. Et l'état de droit ne doit pas respecter ça. Mais un état de droit, mais Macky Sall, il va à Paris, des Sénégalais vont devant l'ambassade, encadrés par les CRS et qui crient sur lui. Il va à Washington. On n'interdit pas une manifestation des Sénégalais à Washington. Mais, je pense que à son âge, mais Wade a été gentleman. N'oubliez pas que Wade a autorisé le 23 juin. On n'a pas forcé le 23 juin. Hein. Le 23 juin, il l'a autorisé. N'oubliez pas également que Wade leur a permis de se réunir tous les jours à la place de l'Obélisque, avant le dépôt de sa candidature. Wade a été gentleman. N'oubliez pas que le jour où Wade inaugurait son monument de la Renaissance, il voulait organiser une manifestation. Wade leur a donné, ils ont fait leur manifestation au niveau du jet d'eau. Moi, j'étais présent. Parce que l'histoire est tellement récente qu'on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas venir dire que oui, ces gars-là sont des faiseurs de malin, je vais les empêcher de marcher, ils veulent, je suis un jeune. Non. Je pense que quand on a le pouvoir, on a besoin de lucidité, on a besoin de sérénité. Parce que c'est ça qui provoque les bavures policières. Parce que les images qu'on a montrées dans Manko Wattu Sénégal, j'ai eu honte. Je n'ai pas envie, moi, qu'au Sénégal, qu'on montre ces images comme si c'était le 23 juin, avec des voitures brûlées et tout ça, avec des grenades lacrymogènes. Ce n'est pas des images qui sont reluisantes pour notre démocratie. Monsieur Niang, ce même rapport est revenu sur la restriction des libertés individuelles et collectives au Sénégal. N'est-il pas aujourd'hui temps de nous arrêter et de réorganiser tout cela pour ne serait-ce que la bonne image de notre cher pays? Mais réorganiser cela, c'est qu'on accepte de jouer le jeu en véritable gentleman. Et l'opposition aussi est appelée à prendre sa part de responsabilité. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure que Manko Wattu Sénégal, on a interdit, on a autorisé sa marche avec un itinéraire. Pour moi, Manko Wattu Sénégal devait respecter l'itinéraire. Parce que dénoncer l'histoire du pétrole, parler du fichier électoral, vous pouvez prendre la place de l'Obélisque jusqu'à la RTS.
tu as assez de temps pour sensibiliser les gens. N'est-ce pas? Il ne devait pas forcer le barrage de la police devant la grande mosquée. Ok. Mais toujours est-il que l'État également ne peut pas me brandir l'arrêté de Ousmane Ngom. C'est ce que je dis. Comme prétexte. Comme prétexte. Parce que c'est eux qui dénonçaient l'arrêté de Ousmane Ngom. Autrement dit, je retiens que tout ce qu'il disait pendant qu'il était dans l'opposition, c'était pas des convictions. C'était pour leurrer le peuple sénégalais, pour avoir juste le pouvoir. C'est ça que je retiens, moi. Parce que moi, j'ai dénoncé... Mais là, quelque part, c'est le malheur de nos hommes politiques, je m'excuse. Hein. Oui, c'est le malheur de nos hommes politiques, mais il faut qu'on apprenne. Vous savez, je vais vous donner un exemple très précis. On est resté 3 mois au Sénégal où, quand on regarde véritablement, ce qui empêchait Macky Sall véritablement d'être à l'aise n'était pas des politiciens classiques. Les politiciens classiques doivent faire très attention, c'est vrai, qu'ils sont très bien organisés, les partis politiques, tout. Mais je vais vous dire, c'était Ousmane Sonko, ce n'est pas un politicien classique. C'était Nafi Ngom Keïta, c'était Abdoul Mbaye. Jeune Afrique a fait un reportage sur eux, TV5 a fait un reportage sur eux, RFI a fait un reportage pour dire que les 3 personnes qui empêchent Macky Sall de dormir, mais ce ne sont pas des... Les Sénégalais ont soif d'entendre maintenant un discours neuf. Et ils le savent très bien. Je vous donne un exemple concret. Vous allez voir pendant les législatives. Et ça a déjà commencé pendant les locales. Il n'y a aucun parti n'a eu le courage de mettre le nom de son parti et son effigie sur une liste. C'est toujours And Manko, Boko, Benosa, mais jamais ils disent le Parti socialiste, l'AFP. Ils veulent être maintenant dans le groupe. Ils prennent même des gars de la société civile pour crédibiliser leur action. Parce que les Sénégalais sont plus ou moins en train de dire pourquoi Abdoul Mbaye les intéresse, pourquoi Ousmane Sonko les intéresse. Parce que le discours est neuf. Ce n'est pas un discours où on parle de fichiers éternellement, où on parle de code électoral éternellement. Il te parle de problèmes de bonne gouvernance, de gestion, de pétrole, de dédiés publics. C'est ça qui est important. Et les Sénégalais ont besoin de ce type de discours, même sur nos chaînes de télévision. Je pense que nous, journalistes également, nous devons aller dans le sens où mettre sur la table les problématiques de la gestion de ce pays, du devenir de ce pays. Quel Sénégal voulons-nous avoir? En 2019, pendant la campagne électorale, on aura besoin d'avoir des candidats qui oseront venir dans un débat croisé pour dire que moi, président de la République, je m'engage. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir un président de la République qui me dit que oui, je lutte pour la bonne gouvernance, alors que il faut être honnête. Il faut arrêter. Et dans ce rapport, l'impunité a également figuré en bonne partie. Avez-vous comme impression que le Sénégal est une terre d'impunité à un certain niveau? L'impunité, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce pays-là. L'impunité, je dirais, quand même, il faut reconnaître une chose. C'était très rare de voir qu'on arrête des hommes de tenue. Mais de plus en plus, à travers les bavures policières, l'impunité, c'est à un certain niveau peut-être. Mais un peu avec l'exigence des populations, ça devient une nécessité. Oui, mais aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, je ne dirais pas l'impunité totale, mais par exemple, sur la problématique de la bonne gouvernance, il y a de l'impunité. Combien de rapports de l'IGE sont sur la table du président de la République? Combien de rapports de la Cour des comptes? Alors, on voit quelqu'un même qui est épinglé par le rapport de l'IGE, confirmé par le rapport de la Cour des comptes. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là va à la paix ou crée un mouvement, dit And Diaplé Maki. Et il est protégé. Ça, il faut, je pense que le président gagnerait à être l'homme qu'on a connu pendant sa quête du pouvoir. Donc vous avez comme l'impression qu'on n'a pas le même Macky Sall de 2012 à 2012. Oui, quand même, il y a beaucoup de choses. Il est obnubilé par... En fait, il est obnubilé par le second mandat. Et quand on est obnubilé par le second mandat, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on entre dans des jeux politiciens. Or, ce que les gens s'oublient, on a 265 partis au Sénégal. Légalement constitués. Légalement constitués. Sur les 265 partis, je défie, si on additionne tous les militants qui sont dans ces 265 partis, il ne faut même pas 1 million ou 2 millions dans le fichier électoral. Et cette masse silencieuse qui n'est pas dans nos partis politiques, qui regarde, qui écoute, qui vote. Il est la force de l'électorat même. Oui, mais Macky, qu'est-ce qu'il a amené au pouvoir en réalité? Macky a surfé sur une vague de mécontentement d'une société civile forte.
il faut le reconnaître, d'un mouvement Y en a marre, qui a sensibilisé les Sénégalais. Mais ce qui est allé au niveau de la place de l'Obélisque, je peux vous raconter par exemple le défunt Ousmane Sow. Ousmane Sow qui est décédé sculpteur, l'artiste. Mais quand je l'ai croisé, moi, à la place de l'Obélisque, dénonçant la candidature de Wade, les professeurs d'université que je voyais là-bas, se battre. Mais ils ne sont pas dans un parti politique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette masse silencieuse? Cette masse silencieuse n'attendait que de la rupture. Et la rupture, c'était quoi? C'est dans la transparence. De dire, on va donner maintenant... Le président avait dit que FNAC, c'est pour nous, hein, même créer aussi, c'est pour eux, parce que quand on laisse ici la créer aussi, pour moi, il faut laisser la créer. Pour les poursuivre. Oui, pour les poursuivre. Mais on nous dit 25 dossiers au niveau de la traque. Il n'y a que Karim Wade qui a été arrêté, mis en prison. Taïbou Ndiaye, Ablaye Baldé, on attend. Tout le reste. Et on voit même des personnes qui sont invitées, qu'on déroule le tapis rouge. Mais ce n'est pas ça qu'on avait besoin. Mais on va finir sur la situation en Gambie, dont le rapport a fait état. Espérez-vous aujourd'hui que la Gambie peut avoir un nouveau souffle avec l'avènement? Sauf que je vous dis que la Gambie a un mouvement fort. Gambia a décidé, c'est un mouvement. Moi, j'étais en Gambie pendant le week-end. Non, pendant une semaine d'ailleurs. C'est pas seulement le week-end. On a fait une semaine. J'ai fait une semaine en Gambie avec des séries de reportages. Mais je vous dis que l'attente sur Adama Barrow, c'est extraordinaire. C'est un peuple qui veut un Gambie, un pays nouveau. Est-ce que cette attente ne va pas se transformer en pression sur le président Barrow? Mais c'est bien. Mais je pense que c'est ça qui est bon. Ceux qui nous gouvernent ne doivent pas être à l'aise, ne doivent pas dormir. C'est Adama Barrow qui a pris ses engagements avec tout ce que la Gambie a connu. Non. Je crois, à mon âme et conscience, qu'on a besoin d'une société civile forte. Même si j'ai dit aux Gambiens que la démocratie n'est pas le désordre. La démocratie n'est pas le chaos. Il faut respecter les règles du jeu, il faut respecter les textes, il faut respecter la loi, il faut respecter la constitution. Mais Adama Barrow est attendu pour plus de liberté pour les Gambiens, pour la liberté de la presse, pour également une société civile forte, pour qu'on puisse quand même... On ne peut pas passer à perte de profit ce qu'il n'y a jamais à faire. C'est impossible. 22 ans de règne, 22 ans de règne, où il y a tellement... Même si Adama Barrow dit que je peux... Mais Hissène Habré a été amené au niveau des chambres extraordinaires par qui? Par l'association des victimes. Ce n'est pas un État. Oui. C'est vrai que l'État tchadien est dedans. Ouais, mais les victimes se sont organisées avec les ONG. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'entends tous les jours, que les gens ont besoin. La fille de Solo Sandé, vous pensez qu'elle n'a pas besoin? D'ailleurs, celui qui a tué Solo Sandé, pas tué, qu'on a accusé d'avoir tué, il a été arrêté. NAE. Donc, moi j'ai fait même une visite au niveau de NAE pour découvrir, pour découvrir un peu le métier autour de ces deux structures. Mais ce que je peux vous dire, et ce qui est clair, c'est que même si il faut pardonner, il faut juste. Mais est-ce qu'aujourd'hui la Gambie peut s'en sortir avec les 3 ans de M. Adama Barrow? Il ne fera pas 3 ans, il fera 5 ans. À coup sûr. Mais il a dit qu'il gère une période transitoire de 3 ans. Mais il fera 5 ans. Ça, c'est sous le feu de la victoire. Mais rien que la réforme des forces de sécurité et de défense peut lui prendre 1 an. Mettre sur pied. Parce que n'oubliez pas que la Gambie part aux élections législatives au mois d'avril. Aux élections législatives au mois d'avril, dans 2 mois. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut une nouvelle constitution pour fermer le mandat. Aller vers des référendums, l'adopter. Faire des réformes au niveau de la justice. Heureusement qu'ils ont choisi quelqu'un qui est formidable, Diallo, qui est venu maintenant devenu Cour suprême, on a confiance à lui, et que c'était ce que je disais aux Gambiens. Moi, je ne peux pas comprendre que d'autres personnes puissent venir vous juger vos Gambiens nigériens. Donc, pour vous dire que les gens sont en train de travailler, rien que ces 2 ou 3 réformes, pour vous prendre 3 ans. 3 ans, je pense que maintenant, ce que j'ai dit
aux amis qui sont au niveau de la coalition, parce que Dieu a fait que je connais pratiquement tous les leaders politiques qui sont au niveau de la coalition, les Mey Fati, les Khalifa Sall, les Ahmed Ba, parce que ça fait depuis 2011, j'allais régulièrement en Gambie couvrir certaines activités. Mais je peux vous dire ce que je leur ai dit en Gambie. Je leur ai dit, écoutez, les gars, vous, votre coalition là, vous avez intérêt à maintenir ça et ne pas déjà présent passer à remplacer Adama Barrow. Parce qu'à l'attente des populations est importante. Ok, juste une dernière question. Pensez-vous que le tournant sera décisif pour Adama Barrow? Décisif, moi je pense que ce que nous on souhaite pour la Gambie, c'est la paix. Nous on a besoin de tranquillité au niveau de la Gambie pour une raison qui est simple. Le Sénégal ne peut pas se passer de la Gambie. Et ça aussi, il faut le reconnaître. J'étais très content, heureux de ce que j'ai vu en Gambie. Le président Macky Sall était l'invité d'honneur. Je peux vous dire que de l'aéroport jusqu'à son hôtel, en temps normal, non. En temps normal, c'est pratiquement 30 minutes. Mais on a fait 3h30 minutes pour accéder. Parce que tellement la population gambienne s'est sortie massivement et spontanément pour l'accueillir. Et quand il est entré dans le stade également, c'était une ovation exceptionnelle qu'il a eue. Et que c'est bien pour les deux pays. Parce que nous partageons intimement beaucoup de choses. D'ailleurs, Adama Barrow sera au Sénégal le 2 pour la signature des accords de défense et tout ça. Et le Sénégal n'a pas ménagé d'efforts pour la réussite de leur Independence Day. On a mis les petits plats sur les grands pour les Gambiens. Et maintenant, ce que je disais aux Sénégalais, rentrons chez nous et laissons les Gambiens maintenant avec leurs problèmes. Et en interne, ils règlent leurs problèmes. Et s'ils ont des difficultés, ils peuvent nous solliciter en tant que grands frères et on va leur donner notre expertise. Chers téléspectateurs, c'était tout le temps qui nous était imparti pour votre rendez-vous dominical qui est Éclairage. Vous allez juger de la qualité des débats que nous avons entamés. Ne zappez surtout pas, la rédaction revient à 18h30 et à 20h pour des éditions en Wolof et en français.